Bonjour et bienvenue au podcast de dehors, l'épisode 2. Nous sommes le 27 mars. Il est présentement 18h05. Je suis David Hébert et accompagné de Marc-André Flamand. Bonjour Marc-André. Bonjour David, ça va bien? Ouais, ça va bien. Toujours. Mardi soir, c'est là qu'on enregistre. Golden Hour. Golden Hour. On est encore à l'ETS dans la radio Piranha. Shout-out à la radio qui nous reste encore prendre leur locaux. On est rentré ici en cochon, on a tassé tout le monde, on a montré c'était qui bosse un peu. C'est qui les vétérans? Les vétérans de la radio. Exactement. Donc, de dehors, le podcast, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. Parlant de pas savoir où ça finit, dans l'épisode 1, on vous parlait de notre charmant ami Konstantinos Philippidis. Tu te rappelles, Dave, c'est le perdu. Ben, le skieur de Whiteface qui... perdu qui n'est plus perdu. Ouais. En fait, c'était encore nébuleux son histoire, mais juste pour faire un petit recap, là, c'est le skieur de Whiteface qui a perdu ses amis sur la montagne, puis s'est réveillé 7 jours plus tard à Sacramento. Il n'y a plus d'amis. Ben, je pense... Ses amis pompiers. Ses amis pompiers, je pense qu'ils se sont inquiétés pour lui, puis c'est un peu nébuleux, mais je vais faire un petit suivi avec vous sur la question. Hashtag Where is Constantino? Ouais, c'est ça, on est vraiment toujours à la recherche, mais en fait... OK, il y a 2 posts sur l'Instagram de Where is Constantino. Il y a nous autres. Puis il y a aussi un groupe d'adolescents random, donc qui ont le hashtag Where is Constantino. Donc on les salue. On les salue, puis c'est ça, à la recherche de Constantino le perdu. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que, comme on disait la semaine passée, on l'a retrouvé à Sacramento, là, il était désorienté. Il a refait le voyage jusque dans Upstate New York pour rencontrer les enquêteurs afin de faire la lumière un peu sur sa disparition. Ah, c'est bon, c'est un bon gars. Malgré son dossier, c'est un bon gars. Éric Lapointe. Ticuir. Donc, shout-out à Ticuir. C'est toujours pas clair ce qui s'est passé. Seule chose, par exemple, on a mis de côté la thèse de l'alcool ou la drogue. On riait un peu de ça la semaine passée, là, ce qui était vraiment pacté pour se réveiller une semaine plus tard avec un nouveau téléphone, une nouvelle coupe de cheveux. Puis un petit mal de tête. C'est carte de crédit puis un petit mal de tête. Il y avait encore son casque de ski, fait qu'il s'est sûrement pas cogné la tête, tu sais. Ouais, c'est ça. Autre chose aussi qui est apparu nouveau dans l'histoire, là, on sait qu'il a fait un tour de trailer. Ouais, un trailer de tracteur. Ben, dans le fond, il aimait juste la ferme, le gars. C'est ça. Il tripait trop dans le trailer de tracteur. Il voulait rester. Je pense que tracteur, dans l'article, c'est comme un gros camion là, qui tire des 53 pieds. On appelle ça un tracteur. Mais je veux dire, quand même, le gars est embarqué dans un trailer puis a traversé l'Amérique d'est en ouest. Mais tu sais, il devait y avoir de quoi dans le trailer, là. Je peux pas croire qu'il a passé à traverser l'Amérique, genre pas de jeu de cartes, pas de jeu d'Uno. Pas de bouffe non plus, j'imagine. Tu sais, à moins qu'il soit de connivence avec le conducteur, tu sais, peut-être qu'il feedait, là, qu'il donnait un petit peu d'eau. Peut-être qu'il pognait les restants du conducteur. Ou c'était peut-être un trailer de bouffe. Tu sais, mettons, t'es dans un voyage de patates, là. Un Hector Larrivée. Un trailer d'Hector Larrivée. Charlotte Hector Larrivée. Qui fournit la plupart des fruits et légumes à Montréal. Please sponsor us. On veut des piments puis des carottes pour nos hikes. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Écoutez, on est toujours à l'affût, on le cherche, nous, de notre côté. On veut faire la lumière sur son histoire, donc... Le but ultime, en fait, là, pourquoi qu'on a parti ce podcast-là, c'est pour faire une interview avec Constantino. C'est notre but ultime. Un coup qu'on va avoir fait ça, on arrête le podcast. Ouais. Donc, faut peut-être falloir aller à Toronto. Je sais qu'on a une sortie à Toronto de planifier à la fin du mois d'avril. 28 avril, on s'en va à Toronto. Il n'y a pas de montagne, mais c'est pas grave. Mais c'est un pompier. Je sais pas s'il est en arrêt de travail, mais si on appelle le 911, on va peut-être tomber dessus. Mission 28 avril, on trouve Constantino. OK, mais on fait la lumière là-dessus. On va vous tenir au courant. D'ici là, on continue d'utiliser ce hashtag-là dans le but que ça parvienne à son attention. Salut, lui, si quelqu'un le connaît personnellement, s'il vous plaît, faites-lui le message. On s'inquiète pour lui. On se demande où est-ce qu'il est. Youski. Yousk. Bon, parfait. Donc aujourd'hui, Flamand, on parle de 3 montagnes en fait. 2 montagnes qui font partie des 46 des Adirondacks et une montagne qui est une petite rando. Je pense que je sais plus combien, je vais vous dire ça tantôt, combien il y a de haute. Mais on parle de Porter, de Cascade et de Blueberry. Donc Porter et Cascade. Blueberry Mountain. Ah, la montagne du bleuet. Blueberry, Cascade et Porter font partie des 46 des Adirondacks. On peut y aller, on va partir un peu comme ça. Cascade qui serait le 36e, puis Porter le 38e. Exactement, c'est exact. Ouais, juste un peu en bas de 4100 pieds là, pour les 2 montagnes. Ouais, c'est ça. Donc Cascade, on est à 4098 pieds, Porter à 4059.
Mais moi, j'aime bien, tu me connais, j'aime bien les petits faits divers sur les... Ouais, puis l'historique aussi. L'historique un peu. L'historique, c'est important. J'ai essayé de trouver de l'historique de montagne, de la montagne cascade, mais en fait, je pense qu'il n'y a rien de fun. Il y a juste des cascades sur la montagne. Puis même encore là, nous, on l'a fait dans l'hiver. Fait qu'il n'y en avait pas. On n'a pas trouvé de cascade. Fait que tu dis qu'il n'y a pas de fun à en voir là. Non, je ne dirais pas ce point, je n'irai pas dans cette lignée-là, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que Cascade, c'est une excellente montagne si tu veux débuter sur les géants. Parce que c'est une montagne qui prend pas beaucoup de temps, qui se fait rapidement, puis c'est facile. C'est pas du dénivelé. Oui, c'est quand même à pic à certains points, mais c'est une montagne facile si, mettons, t'as des enfants ou tu veux amener ton chien. Ou ta blonde qui en a jamais fait. Tu es en train de dire que les femmes sont moins bonnes d'un trail? Non, attention à ça, là, attention. Non, je fais juste dire que... Non. Mets-moi pas des mots dans la bouche, je faisais juste dire qu'ils pouvaient nous accompagner puisque c'était une montagne accessible. Je dis pas qu'ils sont moins bonnes. OK, c'est bon. Moi, j'ai des amis, genre un gars qui s'appelle Dave qui est au moins en forme puis qui a déjà eu de la difficulté en randonnée puis... On pas de qui tu parles? Je te le présenterai. OK. Donc c'est ça, Cascade, qui est environ la trail est 7,8 km. Il y a une trail pour se rendre à Cascade, littéralement. Pour commencer, on prend la route 73 Ouest. Donc on se rend jusqu'au village de Keene Valley. Et ensuite, Keene. Keene, ouais. Le village de Keene, et ensuite on prend la 73 Ouest. Et on fait 10 km là-dessus, puis on va arriver sur le parking qui va être à gauche, si je me souviens bien. C'est important d'arriver tôt. À cette montagne-là, parce que dans le parking, parce qu'il y a l'été, c'est une montagne, vu qu'une montagne facile, une montagne accessible, c'est dur d'avoir du stationnement, puis parfois, on peut même devoir marcher 10-15 minutes, à cause qu'on est dans un parking, mais le 4e parking de la montagne. Ouais, puis pour ceux qui sont pas habitués avec les Adirondacks, là, souvent, à part, on va en parler au fil des podcasts, mais ceux-là, ça part vraiment du côté de la route. Donc, il y a un endroit où, disons, l'accotement a été élargi, pour en faire un stationnement. Exact. Donc, il y a de l'espace qui est assez limité. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver tôt. Puis tu disais aussi l'été. Mais il faut savoir aussi l'hiver. L'hiver, quand on y était, il y avait beaucoup de gens. Puis quand on avait fini la randonnée, on était parti quand même tôt. On sortait le stationnement était plein. Le stationnement était tout simplement plein. Là. Puis à ce moment-là, s'il est plein, ben je pense que tu peux pas la faire. Tu peux pas te stationner proche. Là. Ben, c'est ça. Comme je disais, je pense qu'il y a 2-3 stationnements. Mais sinon, tu peux pas juste te stationner sur le bord de la route. Mais je pense que c'est ça, ces 3 stationnements-là sont quoi en dedans de peut-être un demi-kilomètre? Ouais. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le 3e stationnement, il donne sur une montagne que le nom m'échappe actuellement, où ils font de l'escalade de glace. Petchoff, exactement, Petchoff. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est mon autre point, c'est que sur la route en y allant, ben, on peut avoir une belle vue de Petchoff. C'est ça, c'est beau. L'hiver, quand on passe là, on voit des beaux murs de glace. On voit tous les gens avec leur botte, la Sportiva, à 10 millions de dollars. Puis après ça, on se dit qu'on est des cassés. C'est ça. Puis même l'été, on voit aussi des gens qui font de l'escalade de roche. Donc, c'est un beau spot à regarder, là. Être plus curieux, puis avoir un peu de temps, je pense que ce serait intéressant de se stationner à Petchoff puis d'aller juste voir les gens. Je sais qu'on a quand même un peu d'équipement. Je sais pas si l'escalade, c'est de l'escalade traditionnelle, la sportive. Donc, on le sait pas. Faudra aller voir. Si vous y allez, faites-nous signe. On va peut-être pouvoir vous en parler. Donc c'est ça, Cascade, c'est une trail d'environ 4 heures en moyenne. Nous autres, je pense qu'on l'a claqué en 3 heures. Ouais. Avec Porter en plus. Tout ça, c'est aller-retour, tu parles. Ouais. Exactement, aller-retour. Donc on va parler de Porter maintenant. Porter qui est une petite... non. Moi, je voulais parler des faits divers de la montagne Cascade. La montagne Cascade, le top, dans le fond, c'est pas un sommet alpin, si on veut. Il y a pas d'arbres. C'est toutes des roches. Puis la raison pour ça, Flamand, c'est parce qu'en 1903, il y a eu un feu sur le top de la montagne qui a tout brûlé les arbres, puis après ça, ça a resté de la roche. Je trouve ça très intéressant. OK, fait qu'avant, il y avait des arbres, feu, puis d'arbres. C'est ça. Puis on a repoussé. Ils n'ont jamais repoussé. C'est un peu comme l'expression, là, passer au feu. C'est une expression très populaire à Montréal, ça, passer au feu. Parmi les gens québécois des années 40-50, je dirais. Ouais, c'est ça qu'on disait au monde. Hey, t'es-tu passé au feu quand il arrivait le lundi matin avec une nouvelle coupe de cheveux? Peut-être que ces montagnes voisines la taquinent. Peut-être, qui sait. Donc c'est ça, on va parler de Porter maintenant. Porter, c'est la montagne voisine de Cascade. C'est un petit peu plus bas, 4059 pieds. La trail, 9,1 km. Pour aller se rendre à Porter, dans le fond, tu prends le même chemin que Cascade, si tu veux partir de la trail de Cascade. Sinon, tu peux aussi prendre la 73S. Donc,
quand t'arrives, je pense, c'est au lieu de tourner à droite ou à gauche. À Keene, ça? À Keene, ouais. Ouais. Ben, tu prends l'autre route qui est l'inverse. Ça va t'amener au Marcy Airfield. Puis à partir de là, tu peux monter le mont Blueberry, qui est un plus petit mont. Là. C'est 2890 pieds, celui-là. Donc c'est ça. C'est un petit mont. Tu peux pogner ça. Puis ensuite, de Blueberry, tu peux te rendre jusqu'à Porter. Mm-hmm. Puis j'imagine que bien fâché, tu peux aussi looper avec cascade puis faire un méga range de 3. Donc, c'est ça. T'as 2 trails que tu peux faire avec Porter. Je trouvais ça quand même le fun. Tu sais, je veux dire, c'est pas très long, là. Nous, on l'a fait en 3 heures. Fait que si tu peux mettre un autre montagne là-dedans, plus la montagne des Bleuets. Peut-être des schtroumpfs là-dessus. Ou pour ceux qui sont nostalgiques de leur été au Saguenay, ça peut peut-être leur rappeler des bons souvenirs. L'été des Lala. L'été des... Ouais. Shout-out aux Lala. Autre chose, tu disais, Porter, excusez-moi, c'est 9,1 km. Cascade 7.8. Ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité du sentier, c'est le même. C'est la même, ouais, donc, c'est ça, exactement. Puis la partie qui monte pour aller vers Porter est beaucoup plus à pic que la partie qui va pour Cascade. Vraiment, puis cette partie-là, c'est à peu près 1 kilomètre. Là. Ouais, c'est ça. Mais les gens trouvent que c'est plus dur que faire Cascade parce que justement, la fin est très à pic. C'est bien à pic, mais... Ce qui est important de souligner, c'est que ça prend pas nécessairement d'équipement très technique, là. Quand on avait fait de la randonnée, Jacques-Olivier s'était pas levé ce matin-là. Donc, Jacques. Ouais. Donc, David avait invité un collègue à l'époque, puis lui, il était pas très équipé. Il y avait des crampons de randonnée qui avaient resté dans son sac, donc... il était équipé, il y avait des bottes, puis il y avait des crampons, puis il a refusé d'utiliser ses microspikes. C'est un intrépide. Oui. C'est ça exactement, il a pas peur un peu à la Indiana Jones si on voudrait. Donc c'est ça, c'est une montagne comme on dit qui est accessible puis pas très technique, donc vous pouvez y aller avec à peu près n'importe qui est pas initié puis ça va bien aller. Donc c'est ça, fait divers pour la montagne Porter. La première personne qui l'a monté, c'est Noah Porter, qui était accompagné de Ed Phelps en 1875. Donc Ed Phelps, son père c'était Orson Old Mountain Phelps, c'est un guide qui était dans les Adirondacks, c'est un guide historique légendaire qu'ils disent même sur le site web que j'ai lu. T'as dit Orson Old Mountain. Oh, Old Mountain, la vieille montagne, oui. OK, il y avait un nom particulier qui en fait tout désigné pour monter des montagnes. Exactement. Orson la vieille montagne. Je sais pas si c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire de se faire appeler la vieille montagne, mais c'est pas grave. Donc c'est ça, la montagne Phelps, qui est une autre montagne des 46, a été nommée en son honneur. Mm-hmm. Ah, c'est intéressant la petite recherche historique. C'est bien intéressant, Dave, sur Cascade. On se rappelle, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, toi t'as écouté ça, l'épisode 1? Non. Non? Aucune chance. Ben, je te conseille de l'écouter en deuxième partie d'émission. Tu riais bien de moi par rapport à mes goûts. Mes goûts de... Je tiens à rappeler, Flamand, le fin gastronome de magasin... Non, pas de magasin, d'artisan de coin d'avenue, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, comme on disait, j'aime bien ça, arrêter au dépanneur me faire un lunch. J'étais un peu négligent sur la préparation de lunch, mais c'est ça. Moi, je me fais toujours des bons lunchs. Une bonne sandwich sicilienne. Sicilienne, mon gars, avec Shell. Une Shell à Pierreville. OK. Bon, c'est ça avec mes sandwichs, mais là, aujourd'hui, j'ai tenté des expériences. Je t'ai arrêté dans un magasin qui, vu qu'il nous sponsorise pas, je vais taire le nom, j'ai acheté des produits en poudre. J'ai acheté quoi? En pourde. En pourde. Des produits pour les amateurs d'extérieur et de saveur, évidemment. Trois choses. La grosse saveur. La première, de l'humus. De l'humus en poudre, de l'humus déshydraté. Deuxième chose, trempette cheddar épicé. Ça m'attire. Moi, c'est plus celle-là qui m'attire. Oui, m'attire parce que j'ai l'impression que ça va me rappeler mes Slim Jim avec du cheddar puis un saucisson piquant. Puis, dernière chose que j'ai acheté, c'est du guacamole en poudre, du guacamole épicé. C'est important de le spécifier, là, c'est fait avec des piments forts. On a eu l'occasion de goûter ça juste avant l'émission. Le Flamand nous a concocté ça, un petit fond d'eau dans un bol réutilisé. Hein, et on a recyclé. On est bon pour la planète. Ouais, c'est ça. Et la bouffe déshydratée, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, c'est quoi? Ben, c'est de la poudre. Ça ressemble à un Quick, mettons. Un Quick, mais... Mais y a pas de lapin sur l'emballage. Non, celui qu'on a goûté. Puis genre, à la fin, là, tu peux pas boire du lait au chocolat. Non, c'est ça. Au guacamole. Dans mon Quick, c'était du guacamole. Donc là-dedans, on parle d'avocat, de piment fort, de tomates, d'oignons et d'épices. C'est ce que ça contient dans le sac. T'ajoutes de l'eau avec ça, tu brasses,
Ça fait une pâte qui ressemble un peu à du guacamole. Ouais, mais là, tu sais, toi, t'amènes ça en randonnée, tu sais, t'as plein de bonne volonté, mais tes crackers, ils vont être tous cassés dans le fond de ton sac. Je pense qu'en randonnée, tes crackers cassés peuvent faire la job. C'est sûr on peut porter une attention particulière. Je suis sûr que si on allait encore en randonnée avec notre ami français, il y aurait un bon pain frais qu'on pourrait se trancher. Traînerais en dessous de son bras, baguette sous le bras. Exactement. Est-ce que c'est bon, Dave? Sur 10, mettons? Sur 10. Poigné dans le bois, tout nu, ouais. C'est correct, c'est bon. Ouais, c'est correct. Moi, j'ai aimé le petit goût piquant. Je sais pas. Moi, je suis neutre. T'es neutre par rapport même. Si ça peut m'aider à survivre, je vais le prendre. Ouais, à ce point-là, là. Tu prendrais ça chez vous, toi? Ben, écoute, on en a mangé avant. Je trouvais ça bon. J'ai envie de me faire une deuxième batch. Flamand, je le voyais, il était là, il capotait bien raide. Il a vidé le pot, il est en train de le licher avec sa fourchette presque. Mais c'est un peu dispendieux, par contre. C'est 9,75 pour quoi? Pour 56 grammes de poudre. Mais je connais de la poudre qui coûte plus cher que ça, moi. Ouais, mais moi, il y a un avantage, par contre, que je vois avec ce guacamole-là, tu me vois venir, là, c'est que contrairement à des avocats, t'as pas à gérer tout ce qui est temporel. Tu sais, tes avocats, c'est bon 2 jours, après c'est noir. 2 minutes. Ça, c'est bon à vie. 2 minutes des avocats. C'est comme des bananes. Donc, pour cette semaine, on voulait vous partager nos découvertes culinaires là-dessus. Autre chose, on va mettre des photos des produits sur notre Instagram. C'est quoi notre Instagram, Dave? Notre Instagram, c'est dehors. OK. C'est quoi le nom de l'émission? Dehors. C'est quoi le nom de la page Facebook? Dehors. On est les originals sur toutes les pages. Profitez-en, il y en a plus beaucoup de ça en 2010. Non, c'est ça. Hey, imagine, mettons dans 20 ans. Là. Toi, tu veux des enfants, j'imagine, Dave? Ouais. Puis il va falloir qu'ils se trouvent des usernames puis des noms de pages à quel point ils auront pas de choix. Moi, j'espère que mon kid va mettre 69 à la fin de son username. T'as de l'ambition pour ta progéniture, mon Dave. Ah ouais. Ouais, puis dans la lignée de la chronique culinaire, toi, tu manges quoi avant d'aller en rando, Dave? Moi, je suis un grand... OK. Moi, on va au McDo, parce que c'est ça, quand on part le matin, il est 5h du matin, pas le temps de se faire à manger, puis on va au McDo, puis moi, c'est des... ça dépend en fait comment je file, ou si je suis en diète, ou ce genre d'affaires-là, mais moi... comme tu le sais, Flamand, récemment, j'ai commencé à suivre la diète keto. Donc, j'ai pas le droit de manger tout ce qui est carbs, tout ce qui est carbohydrates, tout ce glucides, tout ça, là. Donc, le sucre. Tu coupes le sucre. Le sucre, les grains, tout ce qui est processed food, tout ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je ne me donne pas le droit. Donc, c'est un peu bizarre, mais moi, quand je vais au McDo, je prends 2 œufs McMuffin, puis après ça, je jette les œufs McMuffin ou je les donne à mes compagnons. En fait, c'est pas clair ce que tu viens de dire, parce que ce que t'as dit, c'est que t'es achètes puis que t'es jettes, pis ça, c'est un peu tata. C'est ça que je fais. Mais non, mais tu manges ce qui est au centre des pains. OK, ouais, je jette les McMuffins. Je jette les muffins. Ah, OK. Donc oui, c'est ça, je me fais un sandwich, moi, dans le fond, avec aux saucisses. Faut que tu prennes les saucisses, parce que si tu prends un bacon, pas de saucisses, tu sais. Ouais, ça se tient mal. Pas de top, tu sais. Là, tu fais saucisse, œuf, saucisse. Donc, c'est comme un double down de KFC, mais au McDo le matin. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis tout le temps content quand Dave prend ça parce que ça me fait un grilled cheese. Il me donne son petit muffin anglais avec le fromage, puis ça me fait un grilled cheese. En fait, la seule raison pourquoi t'as un grilled cheese, c'est parce que je réussis pas à enlever le fromage qui a fondu. Parce que si je suis capable de l'enlever, je te le donne pas le fromage. Ah, écoute, faut choisir ses combats, mais je suis vraiment content à chaque fois. C'est sûr qu'avant de randonner, ce qu'on suggère, c'est quoi? C'est de prendre de quoi qui va te remplir, qui va te soutenir. Donc, ça prend des protéines, des œufs. Des œufs. Des œufs? Des œufs. Des œufs. œufs. OK, je l'ai dit les deux. Moi, j'aime bien tout des choses un peu sucrées, là, parce que ça me donne de l'énergie rapide. Je sais que toi, dans ton régime, t'en prends pas, là, mais c'est quelque chose qui est très important. Puis aussi, on suggère souvent, avant d'aller en randonnée, de prendre la bouffe que t'es habitué de manger. Ouais. Tu sais, mettons ton nouveau chili que t'as fait la veille pis que t'as jamais mangé, ça se peut que ça passe pas. Puis dans des bines. Ouais, c'est ça. Puis mettons, t'es dans le bois, puis tu fais une indigestion. Tu vas te retrouver connecté avec la nature plus que tu penses. Tu vas être connecté assis sur une bûche. Ouais. Ou sur une chaudière. On a déjà vécu ça, mais on n'en parlera pas live. Ouais, puis parlant de ça, on voulait parler de quelque chose qu'on oublie souvent en rando, papier de toilette, pour tout le monde qui ont tendance à l'oublier. C'est important d'avoir un fond de rouleau à portée de la main. Que ce soit pour vous moucher ou pour faire vos besoins à l'extérieur, c'est toujours une bonne chose à avoir, ouais. Ouais, donc mettez ça dans votre calepin de choses à amener, là, du papier de toilette.
Sinon, durant la randonnée, des sandwichs, on s'en sort souvent bien avec ça. J'aime aussi la bouffe déshydratée, là, on parlait de poudre. Du jerky. Moi, c'est mon petit péché mignon en randonnée. Là. Je sais pas pour toi, Dave. Là, moi, en fait, je l'ai pas... En fait, moi, je m'en achète tout le temps un. Je le laisse dans mon sac. J'oublie que je l'ai. Puis là, quand j'en reviens en charge, je suis content puis je l'ai. Ouais. La bonne bouffe d'après Ike. Un c'est petit vrai, jerky. Ça te rend heureux parce que c'est quelque chose qu'on se prend pas souvent. Du jerky, ça coûte cher, par exemple, au dépanneur. Puis si vous avez le temps de le faire à la maison, c'est pas compliqué. C'est juste bien long. C'est long. Mais c'est pas compliqué, là. Moi, tu te prends une coupe de viande, la moins chère possible. Tu fais des petites tranches bien minces. Tu fais dans une plaque. Genre, mettons, tu vas au Maxi ou au Super C pis t'achètes ta viande, là. Ouais, puis là, tu laisses ça comme mariner une journée et demie. Puis moi, j'aime bien de la sauce soya, de la sriracha, de la cassonade ou du sirop d'érable. L'important... Un gars de saveur, Marc. Ouais, de l'ail aussi, c'est très bon là-dedans. Autre chose, par exemple, prenez une coupe Meg. Parce que le but, c'est de le faire sécher. Donc, du gras, c'est humide. Donc, c'est plus long. C'est juste un conseil, parce que moi, la patience, c'est pas ma vertu. Merci pour la leçon de biologie. J'aimerais qu'on m'appelle Ricardo jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, d'accord, Flamingo. Donc, c'est ça, comme je disais, vous faites mariner ça avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. Mettez ça sur une plaque, des tranches minces, puis vous mettez ça dans votre four le plus bas possible. Ça dépend des fours, là, mais le mien, moi, je peux faire ça à 120 Fahrenheit. C'est combien, 100 Celsius? Moi, j'ai aucune idée. Moi non plus. OK. 120. Puis la plupart je sais que quand t'es dans la piscine, à 80, c'est 28 degrés Celsius. Bon. Fait que c'est un petit peu plus chaud que la piscine. Oh. Une fois et demie plus chaud que ta piscine. Puis on laisse ça comme un bon 5, 6, 7 heures, là. C'est important que ce soit bien sec pour la conservation. Donc, moi, j'aime bien ça me faire du jerky. Quand j'en fais, par exemple, j'en mange beaucoup. C'est long, puis ça dure pas longtemps. Donc, je comprends que ça coûte cher quand on est au dépanneur. En effet. Autre chose, pour les randonnées de plusieurs jours. Ouais. Qu'est-ce que t'apportes, là? Dans les Adirondacks, ils disent qu'il y a des ours. Des ours. Des ours. On n'en a jamais vu. Non. Il faut des bear cans. Des bear cans. Pis ça s'applique surtout quand t'as de la bouffe fraîche, à mon avis. Parce que de la bouffe sèche, un ours, ça le sentira pas, là. Je sais pas. Penses-tu vraiment qu'un ours serait attiré par un guacamole? Tu sais, qui sentent des avocats. On sait pas, est-ce que c'est un ours mexicain? qui aurait fait le voyage. Il se pointe en arrière avec un sombrero. Oh là! Oh là, il y a des tostitos dans les mains. Non, sérieusement, faites attention aux ours. Aux ours. Mais la bouffe sèche, tu peux juste la mettre plus loin. Je pense que ça va moins attirer les animaux. Je pense qu'il faudrait se renseigner là-dessus pour pas que certaines personnes amènent de la bouffe sèche en d'entraide puis qu'ils finissent par se faire bouffer par un ours. Non, mais moi, si je passais la nuit dans le bois avec la bouffe, je ferais juste pas la laisser dans la tente puis je mettrais ça comme dans un arbre plus loin, là, sans acheter nécessairement un beer can, là. Dans les airs. La cocherait dans les airs. Mais ça monte dans les arbres, un ours? Ça me semble dans Winnie the Pooh, il montait dans l'arbre, mangeait son J'ai jamais écouté Winnie the Pooh, mais je pense que ouais, ben fâché. Que les branches doivent casser. Mais là, étant donné qu'on est dans la saison hivernale, on est chanceux parce que les ours, ils dorment. Ils dorment, ouais. Sieste. Dans leur tanière, j'imagine. Ouais. On se tient pas dans les tanières. Non, on chill pas dans les tanières, nous autres. C'est correct. C'est hot les caves, là, mais non. Mais ok, bon, pour en revenir à la bouffe overnight, moi, ce que je suggère, c'est encore une fois de la bouffe sèche. Puis vous pouvez préparer ça d'avance. Du couscous. C'est quelque chose que le monde en randonnée mange beaucoup. Couscous. Food was so good, they named it twice. Qu'est-ce que c'est? Food was so good, they named it twice. Oh, 2 fois le même nom. Mm-hmm. Comment qu'on fait ça du couscous? C'est pas compliqué. C'est de la petite semoule de blé puis de l'eau. Donc, de l'eau en randonnée, comme on dit dans le dernier épisode, c'est important d'en avoir pas mal. Ouais, mais c'est important d'avoir quelque chose qu'on peut en extraire avec, en fait. Parce que c'est traîner un 8 litres d'eau, tu vas pas trouver le fun. Ouais, non, c'est sûr. L'hiver, on a de la neige un peu partout. Sinon, il faut s'approvisionner dans les cours d'eau existants. J'ai vu dans des magasins qu'on va taire le nom parce qu'ils veulent pas nous commanditer. En fait, on leur a pas demandé, là. On va pas les bâcher. Là. Non, mais je veux dire, parce qu'après ça, si jamais on se fait commanditer, le bout où je dis le magasin dont on doit taire le nom, on fait un petit hot edit. On va le rajouter après. Exact. C'est fort. C'est très fort. Donc, eux autres, j'ai vu des petites capsules qu'on fait fondre dans l'eau. Puis c'est supposé aseptiser, couper le goût puis que ce soit potable. Fais-tu confiance à ça? Non, moi j'irais avec la pompe puis la paille. La pompe puis la paille, c'est quoi ça? Ben, tu tires ton eau à travers une paille. Okay. Puis là, ton eau se fait filtrer dans la paille.
Mais ça coupe, mettons, le... Ben, y a du charbon là-dedans, t'as des filtres, t'as plein de trucs. Mais c'est juste genre ça enlève les motons ou ça va vraiment comme purifier l'eau, là? Il y aura plus de bactéries pis ces choses-là, là? À cause du charbon, ouais. Ah, purifier. très cool. Ouais. Ça coûte cher, mettons? Rough, là? Bonne question. On le sait pas. On sait pas. On va sûrement s'acheter ça bientôt. Là, on a des plans de cet été d'aller faire une coupe de hike de plusieurs jours dans les montagnes, là, faire un petit peu de camping. Donc, on va vous reparler de ça, nos expériences de tout ça. Donc, de la semoule, on se fait un petit couscous, on fait bouillir de l'eau, on met ça dedans, ça prend de l'expansion, c'est bon, ça soutient. Puis à ça, on peut ajouter plein de choses sèches, genre des épices. Du garam masala. Exactement. Des Excellent. tomates séchées au soleil, des sauces en poudre, donc genre du pesto en poudre, pour te faire plaisir. Je sais que tu fais une grimace en ce moment, mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. OK, mais je te crois, Et- c'est juste que non, mais- moi, le pesto, c'est de l'huile. Alors, je vois ça mal un peu, de l'huile avec, je sais pas. OK, ouais, mais c'est correct, continue. Fait que c'est ça. Après les randos, tu manges quoi, Dave? En fait, tu parlais de ton jerky, mais t'es-tu d'accord avec prendre une bière après un hike ou durant Sur un le hike? top? Sur le top de la montagne? Mettons, sur le top, puis après, dans le parking. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment ça, rendu sur le top, ça déclaircit un peu ton sang à l'alcool, puis après ça, quand ils repartent, ils ont plein d'énergie, puis ça va super bien côté cardio. Mais moi, je suis pas un fan de boire de l'alcool pendant que je fais de l'exercice physique. OK. À moins que je sois sur mon vélo dans la ville. Là, c'est un autre game. Ton vélo dans la ville. Ouais. Tu bois en bicycle? Je ne peux pas le dire on air, mais peut-être. Peut-être. OK. On n'a pas toutes les mêmes choses dans nos gourdes. Ah, mais c'est ça, c'est la différence entre moi et toi, Flamand, c'est que toi, tu fais des grosses randonnées de performance, alors que moi, c'est plus du commuting. Je me promène de bord en bord la nuit à Montréal. Mm-hmm. J'ai déjà fait ça quand j'étais étudiant, me promener de bord en vélo. Ouais. Je pense qu'on l'a tout fait, étudiant. C'était bien le fun. Du bon temps. C'est ça, ça c'est ce qu'on fait en rando, c'est ce qu'on mange. On va revenir. Des fois, on va se faire des recettes qu'on va pouvoir partager, là, des découvertes, des affaires simples, pas trop compliquées, qui se conservent. Ce qui est important, c'est vraiment ça en randonnée. Tu veux pas te sortir 3-4 chaudrons. Habituellement, t'as un brûleur par personne, ou des fois, un brûleur pour le groupe. Donc, un chaudron que je fais chauffer de l'eau, c'est pas mal la seule chose qu'on a de besoin. Toi, tu disais que tu jetais tes pains, là. C'est quoi ton régime? Tu fais-tu keto, là? Tu parlais pas de sucre. C'est autre chose, tu manges pas? Mettons, des légumes, tu dois avoir le droit de manger ça. J'ai le droit de manger des légumes. Ils disent que j'ai le droit de manger des fruits aussi, mais je dois me calmer. Pas en quantité industrielle, là. OK, fait que même le sucre qui provient de la nature, là, Ouais. c'est à proscrire. Puis il y a Ouais, à certains contrôler. fruits qui sont plus recommandés que d'autres. Genre quoi? Je vais être franc, ça, je le suis pas, parce que moi, des fruits, ça a toujours été santé pour moi. Fait que j'en mange juste... Je fais juste pas me faire une assiette de fruits montagne frais, de fruits frais. Genre. OK. Puis le plus tough, c'est quoi dans ton régime? Ça a été de cesser de manger du pain. Parce que tu peux pas manger de pâtes, donc tu peux pas manger de pizza, tu peux pas manger de pâtes alimentaires, donc les fettuccinis, les raviolis, les linguinis, c'est fini tout ça là. Ton italien est à point, hein? Ah merci. Ouais, mais en fait c'est que tu transfères tu finis par faire des zoodles. Des zoodles c'est Des quoi? Des Des zoodles? zoodles, c'est des nouilles de zucchini dans le fond. OK, avec ton... Comment t'appelais ça? Ta machine, là, tu tournes Un comme spiralizer. un spiralizer. Un spiraliseur. OK. Puis là, tu sais, on parle souvent de sandwich en rando, là. Dave, il remplace ses tranches de pain par une feuille de laitue. Bon, en effet, ouais. Ça, c'est quand t'es keto un peu, tu mets 3-4 feuilles de laitue au lieu de mettre une tranche de pain. Ça fait le même job. Ça goûte juste plus vert. Ça se mange-tu bien? Ouais. Bon, c'est un peu messy, je vais être franc. Ouais, c'est mais ça. Bon, à la fin, là, ça beau. Ça fait un job. Ouais, ça se ramasse tout à la même place à la fin. Oui. Alright. Bon. Chronique quoi? La chronique de dedans. Ta TV. De dedans ta TV. De dedans ta vie. Donc, c'est quoi ça de dedans ta TV? C'est qu'on n'a pas toujours la chance de sortir dehors. De dehors. Non. En effet. Donc, les soirs de semaine, des fois, t'es de dedans. Mm-hmm. Puis, il faut que tu regardes de dedans ta TV. Pour t'inspirer, trouver des choses à faire. En fait, je vais pas vous justifier pourquoi on regarde la télé puis des documentaires puis des films, là. Parce que c'est plate quand tu fais rien chez vous. Exactement. On est de nos jours, on est de moins en moins abonné à la TV puis plus en plus abonné à YouTube, Netflix, ces choses-là. Moi, j'étais abonné à Netflix. Toi, Dave? Non, je stream le compte de quelqu'un autre. OK, comment on appelle ça? Un sucker? Un leecher. Un leecher, donc... Un leecher, c'est comme une sangsue.
Donc, tu voles Netflix à quelqu'un d'autre. Exactement. Shout out à Kim Pep. Alright. C'est elle qui paye mon abonnement à Netflix. Mais, du moins, tu y as accès. Oui, bien Donc, sûr. en fait, que vous payez ou pas, si vous y avez accès, ce qui suit est valide. Ou au moins que vous ayez tout un bateau de pirate. Dans un bateau de pirate, vous allez pouvoir trouver le documentaire. Pirate Bay. Shout out. Ça existe ça encore, ça? Bien sûr. Ah, mais ça change tout le temps, c'est Pirate Bay. C'est le nom du domaine qui change régulièrement, oui, en effet. Donc, sur Netflix, je suis tombé sur National Parks Adventure, l'Amérique sauvage. Oh. Là, les Netflix canadiens ont souvent tendance à franciser les titres. Je pense que c'est une exigence du CRTC, du gouvernement. Je sais pas, Peu importe. C'est quoi ça? C'est un documentaire sur les parcs nationaux aux États-Unis. Ouais. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi des parcs nationaux, je vous laisse faire vos recherches en ligne. Genre, vu à quelle année? Pour ceux qui en ont pas visité, je pense que c'est une belle introduction qui montre des parcs un peu partout aux États-Unis. Toi, Dave, tu l'as vu, le documentaire? Ouais, je l'ai vu. Alright. C'est un petit documentaire qui s'écoute bien aussi. Là. Je pense qu'il est comme quoi, 1 heure, 45 Même pas, minutes. c'est 45 minutes à peu près. Ouais, c'est juste des belles images à couper le souffle, puis ça vous donne juste le goût de sortir chez vous puis faire de quoi. Moi, là-dedans, j'ai vu Zion, le Grand Canyon, Red Rock State Park. Ça, c'est des parcs que j'ai vus dans le documentaire que j'ai visité. Donc, je voulais juste plugger que j'avais voyagé un peu Félicitations, Flamand. dans le podcast. Puis ouais, ce qui fait que ce documentaire-là se démarque, c'est pas l'histoire. Les gens sont très peu attachants, je pense, dans le documentaire. Là, sont accessoires, disons. Sont accessoires. Accessoire à une Subaru. Ouais, aussi, il y a beaucoup de plugs. Shout-out à Subaru. Il y a Subaru Crosstrek 2018, je suis down. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de plugs de produits. Mais somme toute, ce qui fait que ce film-là se démarque, c'est vraiment la qualité des images puis les paysages qu'on y voit là. Vraiment, les shots sont belles. C'est tourné en IMAX, donc la qualité est vraiment là. Puis c'est ce qui fait que j'avais envie de vous en parler. Donc, c'est quoi le film? C'est 3 personnes qui se promènent de parc en parc puis qui prennent des belles photos, des belles images. On voit de l'escalade, on voit de la randonnée, on voit du ski. On voit-tu d'autres choses? Ça ressemble pas mal, ça fait le tour. Du bike. Ah oui, ils font du vélo aussi. Non, c'est cool. Puis comme on disait, c'est pas long, 45 minutes, tu passes ça, c'est fini. Donc, en deux engagements la semaine, là, ça s'écoute très bien. Donc, ça, c'était mon bout pour le documentaire. Donc, je rappelle le nom. C'est quoi? C'est National Parks Adventure, l'Amérique sauvage, sur Netflix. Je sais même pas si c'est encore là. J'ai écouté ça il y a quelques semaines. Probablement que c'est encore là, sinon ça doit se trouver assez facilement en ligne. Donc, je vous suggère de l'écouter. Ah, autre chose, non, j'avais même autre chose dans le documentaire, c'est la playlist. Je le sais que toi, ta culture musicale, c'est peut-être pas de la musique que tu vas aimer, mais les images sont belles, puis la musique est intéressante. On a un petit hommage là à... Parce que moi, dans le fond, j'écoute juste du gros EDM, là, genre du gros hardstyle. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens à nos auditeurs? On essaie d'être vrai, cool. tu mens. Pour être cool, Flamand. Non, David écoute des choses qu'on n'écoute pas. Essentiellement, c'est ça. Non, je disais qu'il y avait un petit clin d'œil là à Leonard Cohen de Montréal, justement, qui est décédé il y a pas longtemps, là, avec sa chanson Alléluia. Il y a du James Bay, puis toutes sortes d'affaires, là. On a du plaisir à écouter puis à voir le documentaire. Donc ça, c'était le bout pour la chronique de Dedans. Ta TV. De Dedans, ta TV. De Dedans, ta TV. Donc, un autre point qu'on voulait amener avec l'avenue du changement de saison, c'est le début de la saison des boîtes. La saison des boîtes, quand tu commences à faire du hiking, c'est comme une saison que tu te mets en pause un peu parce que, en tout cas, il y a plusieurs raisons, là, mais la saison des boîtes, c'est mi-avril, dans le fond. Mi-avril, début avril. Ouais. Quand le temps des sucres commence, c'est là que la saison des boîtes commence. Ben, la saison des boîtes. Mais là, on est comme en transition actuellement. Là. On est au 27 mars, on est en transition entre l'hiver et les boîtes. Qu'est-ce qui se passe dans les boîtes? Comme tu disais, ben c'est boiteux, là, comme son nom l'indique. Mais entre les deux, ce qui est important de savoir, c'est que là, il y avait beaucoup de neige au sol. Plus tu montes en altitude, plus il y a de la neige, évidemment. Donc, la neige se ramollit, puis souvent, les gens défoncent les trails. Faut faire attention, on suggère encore l'utilisation de raquettes, là, parce qu'on peut facilement passer au travers de la neige puis en avoir jusqu'aux genoux, là, si on est juste avec nos bottes ou nos crampons. Ouais, parce que parfois, c'est que ça fond en dessous, mais que sur le dessus, ça fait une couche. C'est cette couche-là qui fend. On l'a vécu l'année passée. L'année passée, au Mont Mansfield, on était quoi, mi-mai à peu près? Environ, ouais. Puis il y avait encore de la neige. Proche du sommet, ouais. Ouais, proche du sommet, il y avait de la neige, mais c'était bizarre parce que, mettons qu'on partait du sol, il y avait peut-être 2 pieds où il y avait plus de neige, puis il y avait comme une croûte flottante
en haut de ça. Puis la plupart des pas, on passait pas à travers, puis des fois, on passait à travers, donc... ça faisait mal. Ouais, c'était comme de la neige rugueuse, là. Ouais, exactement. La neige de ski de la glace. La neige de ski de printemps, là, du gros sel qui était vraiment abrasif, puis on s'est ouvert les tibias solides de quelques reprises. On n'avait pas nos raquettes, on a été négligents. Donc ça, c'est préalable à la saison des boîtes. C'est quand, en fait, la neige fond. Les jours, c'est en haut de zéro, il y a du soleil, puis faut aussi faire attention aux sentiers qui sont bien tapés durant l'hiver, donc les plus populaires. Ça fait vraiment que la neige est compacte puis ça fond lentement. Ouais. Souvent, on voit le sentier va rester de la neige, puis partout dans le bois autour, il y aura plus de neige. Là, c'est vraiment le phénomène qui est causé à cause que la neige est tapée. Exactement. Puis ça, comme le nom le dit, saison des boîtes, vos pantalons vont être bien boiteux, vos bottes vont être bien boiteuses. Donc, petit truc, amenez-vous un sac de plastique si vous voulez pas mettre de la boîte partout dans votre char. Ouais, mais moi, mon truc, c'est de prendre le char à Dave. Ouais. Puis là, on salit son char en venant, puis pas le mien. Avec mais le beige partout dans le char, ouais. C'est vrai que c'est gentil là pour ceux qui vous accompagnent d'apporter du linge de backup puis de tout mettre votre linge souillé. Surtout notre paire de bottes ou de souliers, là. Souvent, moi, c'est ce que j'oublie. Je pars avec mes bottes de la maison, puis ils sont pleines de boîtes. Tu peux aussi oublier tes bottes, comme moi, la dernière fois. Ouais. Écoute, t'as monté déjà dans tes pieds? Des Timberland. Des souliers de protection de travail, de chantier. J'étais avec ma bouteille puis mes Timbo jaunes. Comme dirait un certain rappeur. Shout out à Loud. Mais c'est ça. Donc, la saison des boîtes, c'est boiteux. Du linge de rechange, c'est la première chose. Il y a bien du monde qui vont mettre la randonnée sur pause. Donc, entre la saison d'hiver, puis ils vont attendre que ça soit sec avant de commencer. Ouais. C'est un choix qui se défend. Il y a des gens aussi, c'est question de respect, parce qu'ils veulent pas défoncer les trails, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que si c'est boiteux, puis que tout... Ça fait mal à l'écosystème. Ouais, là. Exactement. Donc, tu détruis les trails pour les prochaines personnes à venir, ça reste à discuter, je crois, là. Ben, pour les boîtes, oui, mais pour ce qui est de la saison en ce moment, là, de la fonte des neiges, je pense qu'il y a vraiment le monde qui défonce les trails parce qu'ils ont pas y a pas de raquettes. Ça nuit à la qualité du sentier. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est manquer de respect. Du raspa. Du raspa. Fini avec un A majuscule. Avec un accent circonflexe. Oui. Donc on va partir le hashtag raspa. Raspa. Puis on va vous montrer des photos de trails défoncés. De raspa. De manque. Il n'y en avait pas de raspa. De manque de raspa. Donc ça, c'est la saison des boîtes, ça s'en vient. Tu vas-tu arrêter d'hiker dans la saison des boîtes? Non, je pense qu'on va quand même l'essayer, mais on va sûrement être plus... on va faire attention. On va faire attention, puis on va faire nos recherches avant d'aller commencer un hiking. Si on voit que il y a eu plein de neige durant la... Je sais pas. On verra. On va faire des recherches avant. Puis aussi, on va sûrement se pointer aux loges, puis on va voir un peu qu'est-ce que les gens disent. Ouais. On va faire nos recherches sur les groupes Facebook aussi qu'on est abonné, puis que tous les gens parlent là-dessus tout le temps. Tu sais, au final, on fait de la randonnée pour le fun, là. Si on est pour aller... Pour être dans la nature. Si on va s'écœurer dans la boîte, dans la pluie, puis tout ça, ben, puis on n'a pas de fun. On ne sait pas y aller. Exactement. On va mettre ça sur pause, puis on va recommencer quand il va faire beau. Exactement. Donc, veux pas, s'il y a la saison des boîtes, c'est que l'été s'en vient. Moi, l'été, j'apprécie moins le hiking. Fait chaud. T'es un gars qui sue, moi. Toi, tu sues-tu? Oui, je suis comme un cochon, mais c'est pas grave, j'apprécie quand même. C'est sûr, mais tu sais, ça ouvre la porte à notre camping. Fait qu'on va sûrement avoir du plaisir pareil. Il y a d'autres pros puis il y a d'autres cons. Les deux sont différents. Deux styles différents de hiking. Donc, c'est ce qui nous appelle, hein? La chronique louche. Oui, dans le fond, on voulait commencer cette chronique-là. C'est une chronique... on choisit un sujet qu'on trouve louche. Ouais. Exactement. Puis cette semaine, ce qu'on a décidé de parler, c'est le barefoot hiking. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme-là, c'est que dans le fond, tu hikes nu-pied. Peu importe, tu hikes nu-pied. Donc, je voulais faire un petit jeu avec toi, Flamand. C'était, je vais te dire des phrases, puis toi, tu vas me dire si c'est un pro ou un cons. Ça, c'est j'ai pris ça d'un site, là, ça s'appelle Pros and Cons of Barefoot, là, sur active.com, là. Genre, j'ai eu bien du plaisir. Tantôt, Flamand, il me regardait rire un peu devant mon ordinateur, puis je pense que tu vas rire toi aussi. Ouais, okay. Puis ce qu'il faut souligner, c'est que Dave fait ses recherches à côté de moi, puis il m'interdit de jeter un coup d'œil à son ordinateur pour regarder la surprise. Je cache mon ordinateur, là, comme un petit enfant qui veut pas que tu regardes son examen à l'école. Regarde pas ma copie. La prochaine fois, t'amèneras un duotang que tu mettras sur ton bureau, tu sais, debout, là. Ouais. Non, je vais me mettre une toile sur la tête, là, puis genre avec mon ordinateur, tout ça, là. Comme un tunnel vision. C'est juste pour dire qu'on y va à brûle pour point. Je suis prêt. Okay. C'est bon. Donc, les pros, les cons, ça va sûrement être facile à deviner, mais quand même, on peut faire des commentaires. Donc, le premier...
Être proche de la nature. Donc, faire de la rando nu-pied, ça te rapproche de la nature. C'est ce qu'on dit. Moi, je pense que c'est un point pour. c'est bien, Flamand. Ensuite, mais un point en fait, que... wow, Ouais, wow. ok, vas-y. À quel point ça te rapproche plus de la nature que de mettre des bottes? Ben, t'es connecté, parce que ton pied est directement dans le sol, Ok, sans la boîte entre c'est- tes orteils. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Puis mettons... C'est ça qu'ils disent. OK, continue. OK. Le point suivant. Ça laisse moins de traces et de dommages sur les trails. Ben ça, je pense que c'est un point pour, mais j'ai l'impression que le dommage que tu fais pas que tes bottes, tu te le fais au pied. Ouais, ben, je pense que c'est un débat dans ce sport-là. Ah, ouais. Mais en tout cas, moi, j'étais pas full d'accord, là. Dommage sur les trails, là. Je pense pas qu'il y a de marché avec des bottes, là. Il y a pas une autoroute de personnes, 80 000 personnes qui passent par jour à cet endroit-là, là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, pis est-ce que c'est vraiment un dommage si tout le monde passe au même endroit? Tu sais, le monde qui sort des sentiers puis qui brise des arbres, peut-être qu'ils font du dommage, mais où est-ce que le sentier, au final, je pense que collectivement, on a sacrifié cette bandelette-là de forêt, là. C'est sûr qu'on aurait dû inviter un fervent amateur de randonnée du pied pour le confronter sur ses choix idéologiques. Il me demandait pourquoi et c'est quoi ces trucs. Ouais, ok, non, je pense que c'est un point pour ça encore. OK. Donc, le point, c'est les gens vont vous traiter de hippie. Et je vous jure, c'était dans la liste de choses. C'est compliqué parce que là, ça peut être un point pour, parce que si ton but c'est d'être hippie pis tes compatriotes le reconnaissent parce que t'es nu-pied, mais t'es content, tu sais, de te faire traiter d'hippie. Mais si t'es pas vraiment un hippie, pis le monde te traite d'hippie, mettons, toi, tu me traites d'hippie, avec un peu de mépris, je pense qu'il est pas indiqué le ton de la voix dans ton énoncé, c'est peut-être aussi contre. Fait que je pense que ça, c'est pour ou contre, tout dépendant du ton de la voix pis de tes ambitions, tu sais. Selon le site, c'est un con. Ok, les gens vont... C'est pas une bonne chose que les gens te traitent de hippie. En tout cas, ça m'a fait très rire tantôt. Ok. OK, il y en a d'autres qui disaient, c'est meilleur pour les articulations. Ouf. Ben, non, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Parce que moi, j'ai les pieds plats, puis on s'entend que, même moi, dans la forêt, là, nu-pied, là, genre, je finis, là. Mon dos, il est scrap, mes genoux sont scrap, j'ai pas de fun pendant 2 semaines. Pis ton mental, il est-tu scrap si je te traite d'hippie tout le long? Non. Non. Le mental, il est de fer. Fait que c'est peut-être un pour, finalement. Oh! Mais pour les articulations, ça doit dépendre peut-être des orteils, tu sais, vu que ça veut pas, ça travaille plus. Non, mais ils disent les genoux, tout ça. Vu que les chevilles, tout ça. Les chevilles, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait des points qui étaient bizarres. L'été, je fais du hiking en souliers, puis l'hiver, j'ai des bottes, tu sais, qui couvrent la cheville, puis à ce moment-là, t'as bien plus de support, il me semble que c'est moins dangereux. Mais peut-être que justement, vu que ta botte, elle te supporte plus, ton articulation travaille moins, fait que tu sais, tu la protèges, mais elle se renforce pas. En effet. On fait trop attention à nos souliers, c'est ça. On fait trop attention à nos pieds. Hey, t'es en train de me convaincre que ma prochaine rando, je la fais nu-pied. On n'a pas de corne. Hey, il faudrait qu'on fasse de la corne. Imagine, moi j'ai payé des bottes dispendieuses, puis toute ma vie, je pourrais m'en passer. Exact. C'est un choix économique. Mon point suivant, c'est ça coûte moins cher. Parce que le site dit que tu as besoin de nouveaux souliers à tous les mois. Je sais pas c'est quoi les souliers qu'elle jette, là, mais si tu passes une paire de souliers à genre toutes les saisons, là, props, t'en as fait du chemin, là. Ouais, donc, c'est pas fait pour les casser. Ou t'achètes des souliers. En fait, c'est fait pour les casser, des souliers vraiment cheap, là. Quand t'achètes des souliers Canadian Tire, là. Ben, même à ça, non. Ils vendent de la qualité genre au Ardennes. Tu vois, au Ardennes, t'as acheté des souliers. Oh! OK. Shots fired. Le Ardennes, vos souliers sont pas de qualité. Camaras, Ardennes. Eh oui. Vous nous poursuivrez. non, mais tu comprends mon point, là. C'est pas nécessairement l'Ardennes. Mais tu sais, des souliers à 12$, des souliers à 12$. Ouais. Fait que tu dois passer à travers, mais de tout rendu là, c'est pas un choix économique, c'est 12$ aussi, là. Ouais, en effet. Donc, fait que ça, c'est un point pour, là, tu sauves de l'argent. Ouais, c'est un point pour, tu sauves de l'argent. Pas besoin de t'acheter des souliers. Puis ont-tu calculé les frais médicaux associés à des pieds qui rouvrent en sentier? Puis, aucune idée. Mais c'est ça qu'il dit. C'est très important de toujours amener quand même une paire de souliers dans son backpack si des blessures ou quelque chose arrive durant. OK. C'est intéressant. Si tu pognes un ours, faut que tu mettes tes choses dans... Tu sais, tu cours. Ouais. Courez pas s'il y a un ours. Ça dépend en fait de quelle sorte. Mais il se met une petite cloche. Cloche, ok. Ouais, tu mets une petite cloche sur ton pack-sac, puis quand tu marches, ça fait le ligne. Ça éloigne les ours. Hey, ceux qui ont peur des ours, là. Des ours?
Des ours. Oui. Ceux qui ont peur des ours. Un ours, ça a plus peur de vous autres que vous pouvez avoir peur de lui. Les seules fois qu'un ours va vous attaquer, c'est quand, Dave? C'est quand que tu croises une maman. Maman avec des cubs. Une maman qui a un petit ours ou des petits ours. Il y a des cubs, mais juste ceux de Chicago. Ouais, non, ceux des Adirondacks aussi peuvent être malins. Donc, tu croises une mère avec ses enfants, puis c'est surtout que tu les as surpris. Donc, tu fais pas de bruit, tu rôdes. Mettons, puis là, tu dépasses une crête ou tu vas vraiment dans un espace qui est reclus où il y avait un ours. Là, tu le surprends. C'est là qu'il va être agressif. Tu sors peekaboo, puis là, il est capable. Mais disons que vous êtes 2-3 puis vous parlez en randonnée, il n'y a pas nécessairement de danger, là, à moins de le surprendre, ou qu'un ours va attaquer aussi si il a faim. Si l'ours a faim, là, il famine, il y a plus de miel à proximité. Ça mange des miels ou je suis encore stické sur Winnie the Pooh? Je pense que ouais, j'ai déjà vu des documentaires animaliers. Là. Ouais, c'est ça. Donc, si la nourriture se fait rare, on va être plus agressif, mais, comme je dis, l'ours respecte l'homme. Faites la même chose à l'inverse aussi, puis il devrait pas avoir de problème, là. Donc, approchez-vous pas non plus si vous en voyez, puis... Ouais. Respect Mama Bear. Respect Mama Bear. Donc, c'est ça, on parlait des ours à cause que ça prend des souliers si jamais t'es nu-pied pis tu veux te sauver. Faut que tu cours. Hein, okay. Donc, OK, un autre point, c'est, t'as les pieds raqués le lendemain. Ça, c'est un pro ou un con? Mettons, moi je fais de l'escalade, je vais à l'escalade, j'ai les bras raqués, je me dis, hey, bonne séance d'escalade, puis je retire pas un plaisir, mais comme je sais que j'ai bien travaillé, à l'inverse. Tu te sens bien. Quand je fais du sport puis je suis pas raqué, je me dis, crème, j'aurais peut-être dû pousser un peu plus, j'aurais dû en faire plus longtemps. Fait que c'est peut-être un pour, mais à l'inverse, t'es raqué, c'est peut-être parce que t'étais pas assez fort à la base. Fait que c'est un contre. Je sais pas, je t'embête. C'est un contre être raqué. C'est un contre être raqué. Mais pourtant, moi j'ai l'impression que quand t'es raqué, ton corps se refait plus fort, puis la fois d'après, ça t'en prend moins, puis ainsi de suite, là. OK, mais ça, c'est selon ta faut que tu sois constant. Faut que tu sois constant. Ta source scientifique, c'est ça? Ouais, pas scientifique, là. Active.com. Lâchez-moi, là. Quand tu parles de sujets comme du barefoot, là, tu vas pas être scientifique. Eux pis Ardennes, ils vont faire une équipe pour nous poursuivre. les deux A. Active Ardennes. OK, c'est bon. OK, donc après ça, c'est t'as plus de grip qu'avec des bottes. Ouais. T'as plus de grip? Ouais, sur des sentiers un peu plus boiteux, qui sont plus mous, glissants, t'as plus de grip qu'avec des bottes, ce qui paraît. Est-ce qu'on parle la longueur des ongles? Les orteils. Ça peut influencer le grip. En effet, ouais. Là, t'as plein de petites roches en dessous des ongles. Je sais pas, j'aime pas ça. T'as-tu plus de grip? C'est sûr que quand une roche te fend le pied, mais là, ça mord bien pour monter. Mais non, je pense que c'est un point contre. Là, moi, je pense que t'as plus de grip en botte. Non, c'est un con. T'as plus de grip en nu-pied, à ce qui paraît. Ah ouais? Ouais, c'est ça qu'ils disent. C'est sûr que... Non, mais peut-être que si on regarde ça dans l'optique que ton pied épouse mieux la forme, mettons, d'un tronc d'arbre, tu sais, c'est plus flexible qu'une semelle de botte. Ouais. Ouais, non. C'est tiré par les cheveux, ça. Ouais, en tout cas. Faudrait l'essayer. Active.com, come at us, OK? Ensuite, tout le monde peut l'essayer. Parce que tout le monde a des pieds. Okay. On partira pas dans les gags de gens qui ont pas de pieds. Oh, sorry. Mais c'est vrai que tout le monde a des pieds. Écoute, sur la planète, il y a sûrement plus de gens qui ont des pieds que de gens qui ont des souliers. Ouais. Donc, OK, ouais, ça, c'est un autre point tiré par les cheveux. Tu sais, quand tu recherches des arguments, dans le temps du cégep, qu'il fallait faire des dissertations, ton argument 7, là, c'était celui-là. Ouais. Ensuite, c'est, vos pieds vont être sales. Il va y avoir des germes pis dessus. Des germes? Ouais, des germes. Germophobe, attention. Mais c'est sûr, tu piles partout. C'est ça. Mais est-ce que, genre, tu dois finir par faire de la com, tant que c'est ton activité? J'imagine. Fait que là, tu vas être moins sensible. À un certain point, oui, c'est ça. Tu sais, moi, quand j'étais petit, début de l'été, j'étais chaud aux pieds, tout ça, marcher partout, ça faisait mal, marcher sur la garnotte, mais à la fin de l'été, marcher dans la garnotte, j'avais plus de problème. Ouais. Je pense que ça se développe, tout ça, là. Ouais, c'est sûr. Mais, tu sais, dans le monde de la course à pied, là, il y a comme deux écoles de pensée. Ouais. La grosse semelle, tout ça, rocker, tout ça, ou tu y vas avec vraiment le minimaliste, tu cours nu-pied. Moi, je sais que moi, je suis pas capable. Minimaliste, je suis pas capable. Vu que j'ai des problèmes de pieds plats, ça marche juste pas avec moi. Je pense que ça dépend des gens. Moi, j'ai pas de problème de pieds plats, mais je suis pas porté à être nu-pied dans la rue. T'entends pas de monter une montagne avec des petits souliers pis des orteils, là? Je sais pas. Est-ce que les gens se pratiquent? Mettons, avant d'aller en hiking, est-ce que tu te fais comme, je vais aller à la job? En barefoot? Ouais. Ben,
C'est drôle que tu dis ça parce que on a vu un post l'autre jour sur Facebook que le gars se demandait comment partir, puis ce que lui il a trouvé comme idée, c'est de se mettre des garnottes dans ses souliers. Donc, est-ce que j'en ai aucune idée si c'est une bonne manière. Moi, je trouve ça la pire idée au monde. Peut-être que c'est une bonne idée, je sais pas, parce que le point de pression est toujours constamment à la même place. Mais, écoute, c'est weird. Un Tu mets une poignée de roche dans les bottes. Ouais, une poignée de garnottes d'erreur, une poignée de garnottes dans les bottes. Good to go for the barefoot. Ouais. OK. Non, je suis pas à ce niveau-là. Okay. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il faut que t'enlèves ta semelle? Je sais pas. Sinon, ça doit shifter ton confort. Peut-être. Ben, rendu là, je pense que le confort, c'est plus un critère. Hein. Ouais. Moi. C'est pour connecter. Bande de hippies. On n'a rien contre les hippies, by the way. Ensuite, point suivant, c'est comme avoir une pédicure. Donc, c'est un massage pour le pied. Un massage. J'ai déjà eu des smells Dr. Scholl's qui faisaient la même chose, là. Mais. Dr. Scholl prend un exemple sur le barefoot. Faites des smells genre vraiment rough pour le monde. C'est peut-être un marché niche, ça. Des smells vraiment rough, là, avec genre des lames de couteau, genre des bouts de vitre cassées. Tu sais, le monde. Du papier sablé. Ouais, du papier sablé, tu sais, puis tu mets ça sur les smells, puis le monde s'achète ça. C'est sûr, en plus, c'est comme. C'est un marché niche. Imagine, c'est comme du papier sablé, ça. Allez voir notre page GoFundMe, smell de barefoot pour s'entraîner l'hiver. Ouais, ok, je pense que tu viens de donner de l'ouvrage à notre gars des IT. Ouais, Julien, vas-y. Non, mais je pense que c'est vrai que c'est comme une pédicure. C'est sûr que tu dois enlever la corde. Ouais, c'est ça. Ça doit comme être un petit massage. Après ça, tes pieds sont doux. Mais je pense pas que ce soit... un petit bain de boîte. Je pense pas que il y a des filles qui payent cher pour un bain de boîte d'en face. Ouais, je sais, mais je pense pas que ce soit comme un petit massage. Tu sais, mais tu peux pas faire ça pendant une rando de 20 km, marcher dans la garnotte pis dire, oh, c'est comme une petite manicure, là. Ouais, je pense que c'est ça. T'es limité un peu, là. Ouais. J'ai vu que la fille, elle montait des géants des Adirondacks. Nu-pied. Nu-pied. Pis elle a-tu d'autres faits d'armes, genre elle fait de l'unicycle? Non, elle a elle a des échasses. Une fille de chasse. OK, donc mon dernier point, c'est... Ça fait que c'est un point pour, ça, la pédicure? Ouais, c'est un point pour. Okay. Mon dernier point, c'est dur en hiver. Je pense que c'est un sport qui est réservé plus pour l'été puis pour les... Ouais, écoute, il y en a qui perdent leurs orteils à l'aide de bottes quand ils pognent l'eau. Donc, non, je pense que c'est vrai que c'est plus dur l'hiver. À moins d'être vraiment tough. Un tough des toughs, là. Mais, question pour toi. Ouais. Mettons que tu mets des bas. Ouais. L'hiver, t'as un petit peu de chaleur pis t'as pas le support d'une botte, c'est une option qui peut se faire. Ou des bas avec une poignée de roche. OK. Fait que toi, tu demandes, est-ce que si on met des bas, c'est toujours considéré comme du barefoot? Ouais. OK. Je sais pas. Bonne question. C'est peut-être une mesure mitoyenne, là, quand tu commences. Peut-être au début. Parlons de la Mais pourquoi tu mettrais des roches dans tes bas si tu marches déjà? Tu sais, il y a pas de protection, là. Mais le bas, c'est plus pour la chaleur. Mais tu vas scraper tes bas. Ou non, je sais. Tu mets du Flex Seal. Du gravel guard. Tu mets du petit gravel guard. Ah ouais, non, la canette en spray qui vire en caoutchouc, là. Ouais, ça. Le gars coupe le boat en deux pis qui recolle ça avec du Flex Seal. Je sais pas si ça s'enlève bien à la fin de la rando. Je sais pas. T'es pogné avec ça pendant un mois de temps. Du petit Flex Seal sur les pieds. Mais je pense que, tu sais, avec ce que t'as présenté, je comprends la philosophie de ça. Ça doit être des gens qui, c'est nu-pied ou pas nu-pied, là. Fait qu'ils se mettront pas du Flex-Seal, là. Ils vont y aller all out. Nu-pied. Ouais, ils veulent vraiment expérimenter c'est quoi la terre connectée. Ben, à la façon... Avoir une relation primale avec la terre. À la façon de nos ancêtres. Les ancêtres, on y va loin, là. Genre les hommes de Cro-Magnon, là, c'est de eux que tu parles? Ouais, ceux-là. Ouais. On sait même pas. Même tantôt, tu parlais, là, de Monsieur Phelps pis de, qu'est-ce que l'autre? Les deux gars qui ont monté cascade. Noah Porter et Ed Phelps. Noah Porter pis Phelps. Ils doivent avoir des souliers, eux autres. Ben oui. C'est sûr. Fait qu'en 1800... Quand est-ce que ça a été inventé, les souliers, d'après vous autres? En 1800, je sais pas. Moi, je pense il y a bien du monde qui avait des souliers, là. Pourquoi en 1800, je sais pas trop quelle année, on montait avec des bottes, pis là, 2018, non. On va aller nu-pied. Ça fait des centenaires qu'on se trompe. Tu sais, le gars qui a inventé des souliers, là, ça doit être un gars qui était tanné d'être nu-pied pour des raisons. Donc, moi, là, les Égyptiens et les Romains, ça avait des sandales. Je viens de checker ça pendant que tu me parlais de tout ça, là. La paire de souliers, la plus vieille, là, 5500 années. OK, mais à partir d'aujourd'hui, là. À partir d'aujourd'hui, là. Moins 2018. OK, fait que moins 3000, mettons. Genre. OK, moins 3400. Ben, 3432.
3482. 82. Je me suis trompé. Un Mais calcul ok. mental, on commence à avoir un peu de misère. Là. Pas Ouais. trop longtemps qu'on est sorti de l'école. Mais Mais encore là, on utilise une calculatrice. On va arrêter de se mentir. Ouais. Mais c'est correct. L'important, c'est ce qui compte. Puis ce qui compte, c'est que ça fait longtemps qu'on a inventé les souliers. Puis c'est pas qu'on aime pas la nature. Je pense que dans ces années-là, on respectait encore la nature. Il y a des années de 5500? Il y a 5500 ans. Moi, je pense qu'il était juste tanné d'avoir des plaies constamment en dessous des pieds. Pogné en gangrène. Ouais. Puis Il était commencé à être tanné, là. je suis sûr qu'on pourrait faire une relation entre la qualité des souliers qui s'améliorent, tu sais, comme constamment ça s'améliore, puis l'espérance de vie de l'homme. Ça a moyen rapport, mais... Ouais, je pense qu'on pogne un plateau à un certain point, là. Là, c'est quoi? Là, on vient d'arriver avec les choses qui s'autolacent. On va-tu vivre encore 5 ans plus loin? Peut-être, who knows. À toutes les fois, tu te penches plus, tu pèses sur le bouton, puis Hein? ça se lâche tout seul. Hein, c'est vrai, ça. Mhm. Sacré Michael J. Fox serait fier. Il a Oui, mais aidé à la cause humaine. Non, mais il serait pas si fier que ça quand on regarde ce qu'il pensait que ça allait être le futur, puis ce qu'on a aujourd'hui, tu sais. Les hoverboards. Il y avait Ouais. des hoverboards dans le futur. Ouais, mais on a tout ça. Je pense qu'il y avait Ouais, assez ça d'en existe. faire un. Ça existe. Tu sais, parce que je pense que la vision qu'on avait du futur, on est loin de ça, là. Moi, j'attends encore mes autos volantes. Ben, Tesla, ils en ont fait une. Ils ont pas fait un Ben auto oui, ils volant. ont fait une auto dans une fusée, puis ils donnent ça dans l'espace, là. C'était un stunt, C'est mais une fusée, ça, c'est pas un auto volant. Arrête de te mentir. c'est une auto qui volait. Shout out à Spaceman. Ouais, si vous voulez nous sponsor- Starman. si vous voulez nous commanditer, là, une Tesla. Ouais, Tesla, si Ben, on ça est tente deux. de nous commanditer, là. Ouais, on peut se la partager, là. Non. C'est comme une blonde, ça. Correct. Mais je la chaufferais bien du pied. Barefoot Tesla. Pour pas saler mon tapis, je ferais ça du pied. Fait que ça fait-tu le tour de nu-pied? Ouais, ça T'as-tu fait le envie tour de l'essayer, notre barefoot. finalement? Non, vraiment pas. Moi, genre, c'est sûr que genre après comme même pas 1 kilomètre, là, je suis comme non. Ça, c'est fini. Ça se termine là. Moi, j'ai une Toi, ça t'attire, hein, je pense? Ben, j'ai une confidence à faire, là. Ok, vas-y. À la job, je suis nu-pied des fois. Nu-pied? Non, je garde mes bas, là. Ah, mais moi aussi, je fais ça, là. Marcher sur un petit tapis de job corporate, y a rien de mieux. Je sais, moi, En bas, là. ça, c'est l'équivalent d'une pédicure. Pas marcher sous de la roche. C'est vrai que ça fait un petit massage, hein. Moi aussi, je frotte souvent mes pieds en dessous. Mais oui, ça réchauffe pis tout. J'ai- Mais non, j'ai pas envie d'essayer ça. Je trouve ça un peu absurde. Ouais. Pis l'hiver, mettons, là, tes spikes sont pas faites pour tes orteils. Ça va faire mal. Maintenant, un autre marché niche qu'on a trouvé des microspikes qui vont fitter sur des pieds directs. Ben oui. Pis des raquettes aussi. Des raquettes pour les pieds nus. Ouais, les raquettes, je pense que ça marcherait. Bon, ça, tu te ferais une coupe d'ampoule. Ben oui. MSR, by the way. Faudrait que je retourne chercher. Ah ouais, t'as-tu reçu un appel? Ouais, parce Non. que Dave a brisé ses raquettes. Première sortie, on casse les raquettes. Clac! On casse les raquettes, ils les ont repris en magasin, puis là, on attend le retour. Ils Ouais. vont-tu les réparer? Ils vont-tu les remplacer? Imagine, il retourné ça, c'est un job de cochon. Ça. Ils ont fait fondre le plastique. Ils ont fait l'ont 2 recollé. trous à drill avec un tie wrap entre les 2 trous. Putain, mon grand, c'est notre service après-vente. Comme sur une Civic 92. Des raquettes, c'est des 92. Non, mais je pense pas que ça se réparait, là. Non, je pense pas. Mais là, je pense qu'on commence à divaguer, Flamand. Donc, je pense que c'est l'occasion de mettre fin à l'émission de ce soir. OK. Écoutez, moi, j'aurais pu vous parler de choses comme ça toute la soirée. Ben, merci d'avoir été là avec nous. Je pense qu'à soir, c'est une bonne preuve qu'on savait où ce qu'on commençait, mais qu'on savait pas où ça allait finir. Donc, On s'est mis à Ben, parler de... Ouais. merci, des trucs. merci de nous avoir suivis. Merci, Dave. Puis on se reprend bientôt pour l'épisode numéro 3 Ouais. de dehors. Merci tout le monde. Bye bye. À dehors.